marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Très chers auditeurs, bonjour, bonsoir. Vous écoutez ERFM, l'incontournable radio de la Résistance. Et ceci est le 7e épisode de la marche du monde. Et je suis bien sûr accompagné de Youssef Indy. Youssef, salut à toi. Salut à toi Yann. Et bonjour à tous. Cher Youssef, lors de l'épisode précédent, nous avions décortiqué les raisons de fond géostratégiques qui poussent occidentaux et russes à la guerre dans ce conflit ukrainien. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre de quoi est constituée cette tête de pont mondialiste en Ukraine, c'est-à-dire cet incroyable attelage entre des politiques et des oligarques, en tout premier lieu Volodymyr Zelensky et son mentor, l'oligarque Igor Kolomoïski, qui contrôle tous ces bataillons de néo-nazis sur le terrain. J'ai nommé Azov, Sloboda, Pravi Sector, etc. Ceux que Xavier Moreau appelle si bien les ukro-nazis. Cette alliance donc contre nature, que tu as appelée justement dans ton article judéo-nazisme, est difficilement compréhensible au premier abord. Judéo-nazisme sonne comme un oxymore et crée une sorte de dissonance cognitive dans l'opinion publique, biberonnée à la Shoah depuis 40 ans. Cependant, elle traduit bien une réalité sur le terrain que les chancelleries occidentales et les médias de masse ont de plus en plus de mal à cacher. Là était bien le sens des propos volontairement politiques de Sergueï Lavrov sur des ascendants supposés juifs d'Hitler, qui n'étaient certes peut-être qu'un coup de com', mais qui avaient pour vocation de mettre un coup de projecteur sur cette réalité sur le terrain ukrainien. Nous laissons nos auditeurs se tourner vers les excellentes analyses de Xavier Moreau sur sa chaîne Stratpol pour cela, ou sur les articles de la rédaction pour les preuves de cette alliance contre nature qui apparaît contre nature sur le terrain. Et nous, cher Youssef, si tu le veux bien, nous allons tenter d'expliquer à nos auditeurs en quoi finalement cette alliance, ce judéo-nazisme, peut se comprendre pour peu qu'on sorte de la doxa et qu'on s'intéresse à ce qu'a été le projet nazi, et en quoi il trouve une source d'inspiration dans le judaïsme bien compris et dans le sionisme, c'est-à-dire dans un projet impérial, racial, millénariste. Et quel meilleur exemple que l'État d'Israël, qui n'hésite pas à sacrifier un peuple, les Palestiniens, pour ses projets de domination. Et c'est peut-être là, Youssef, que nous pouvons commencer notre propos avec la paternité de ce terme judéo-nazisme qui revient à l'intellectuel juif sommité morale en Israël, Yeshaoua Leibovitz, qui fut le premier à utiliser ce terme. Oui, alors Yeshayahu Leibovitz, c'est un philosophe israélien, religieux, qu'on peut voir avec une kippa sur la tête, et qui était contre l'expropriation des Palestiniens et des terres palestiniennes et donc des colonies, et il a à plusieurs reprises évoqué le judéo-nazisme, ce qu'il appelle lui le judéo-nazisme, parce que donc il parlait du président de la Cour suprême qui a légalisé la torture donc sur les Palestiniens, sur les Arabes, pour les faire parler. Et donc il qualifiait cette politique en fait générale d'Israël de judéo-nazisme. En fait, ce qu'il entend par là, c'est ce qu'il voulait dire en réalité, c'est que la politique israélienne était basée et est toujours fondée sur un suprémacisme, c'est-à-dire l'idée que les Juifs israéliens sont supérieurs aux Palestiniens et qu'on peut en faire à peu près tout ce qu'on veut. Et au fond, quand on creuse cela, et ce que je creuse dans l'article, c'est que c'est un peu choquant ce que je vais dire, parce que il y a eu un antagonisme, et c'est peu dire, entre le nazisme et le judaïsme, ou plutôt les nazis et les juifs, qui a cristallisé dans l'esprit, dans la mémoire collective, surtout en Occident, que c'était deux choses totalement différentes, parce que opposées à un moment donné de l'histoire. En réalité, si on lit les textes, en fait, si on lit les lois de Nuremberg, l'esprit du nazisme, et qu'on lit la Bible hébraïque et le Talmud, on a des similitudes, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un peuple élu supérieur aux autres, avec une notion de territoire.
avec une notion de territoire, mais pas seulement, parce que dans la Bible hébraïque, il y a une domination bien sûr territoriale, mais aussi une domination universelle, puisqu'on parle de spoliation des nations, de toutes les nations, et pas seulement les peuples qui sont en terre sainte, qu'il faut exterminer, mais il parle, la Bible hébraïque parle, Deutéronome, Ésaïe, de domination de toutes les nations et des nations étrangères qui viendront pour servir de laboureurs, qui bâtiront les murailles d'Israël, et les rois des nations étrangères qui serviront Israël, car la nation, le roi qui refusera de te servir sera détruit. Donc il y a cette idée-là. Et en fait, dans le nazisme, il y a une sorte de réaction en miroir. On peut voir en fait ça comme deux projets concurrents finalement, deux projets qui s'affrontent, deux projets de domination qui se sont affrontés. Oui, alors, un par la dette, si je puis dire, et l'autre par la force. Oui, par la dette dans la Bible hébraïque, effectivement, mais aussi l'extermination des peuples voisins. C'est ce qui est promis dans le Deutéronome. On le voit aussi, on voit le modèle dans le livre de Josué, et l'idée de supériorité raciale, de suprémacisme racial. C'est une idée qui est fondamentale, qui est dans la Bible hébraïque, inscrite dans le judaïsme, et qui est justifiée sur le plan religieux. Donc, avec le judaïsme, on peut parler de suprémacisme théologico-racial, c'est-à-dire une race élue au-dessus des autres par Dieu. Dans le cas du nazisme, on peut parler d'un suprémacisme racial païen, même si dans le discours d'Hitler, il y a cette idée que les Juifs ont été le peuple élu, mais qu'ils ont perdu ce statut après avoir tué le Christ, et que les Germaniques, donc les Allemands, prennent le relais de cette élection divine. Donc il y a cette idée-là, parce que dans le nazisme, il n'y a pas que du paganisme, il y a aussi un déisme, on peut dire cela, chez Adolf Hitler. Et en réalité, si on oublie la Seconde Guerre mondiale... Il y avait un côté un peu mystique chez les nazis aussi. Ils ont développé tout un côté un peu mystique. Oui, bien sûr, et même pagano-mystique, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de ressusciter des croyances, des croyances anciennes. Mais si on prend le nazisme d'un côté, le judaïsme de l'autre, en oubliant la Seconde Guerre mondiale et qu'on va au texte, donc l'esprit, on voit des similitudes. Mais deux suprémacismes peuvent être, bien sûr, antagonistes, peuvent s'opposer de façon extrêmement brutale. Souvenez-vous, au début des années 30, je crois que c'est en 33, il y a un article du Time Magazine titré « La Judée déclare la guerre à Adolf Hitler, à l'Allemagne nazie ». Donc en fait, ce sont deux suprémacismes qui s'opposent. Mais aujourd'hui, on a un suprémacisme nazi en Ukraine qui est l'allié d'Israël et d'oligarques juifs. Comment c'est possible ? C'est possible parce qu'il y a une hiérarchisation dans ces différents suprémacismes, et aussi un ennemi commun. La désignation d'un ennemi commun, la Russie, et une hiérarchie bien respectée. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, comme je l'indique dans mon article, Igor Kolomoïski, milliardaire juif ukrainien israélien, a financé les bataillons Azov nazis, et pas seulement Dnepr 1, Dnepr 2 et d'autres. Et donc, ils répondent aux ordres de cet oligarque et plus largement d'Israël, de l'OTAN, des États-Unis. Mais si on élargit encore, on trouve un suprémacisme ou un hégémonisme de 3 catégories. Disons en Ukraine un nazisme, donc suprémacisme pagano-racial, avec le judaïsme, Israël qui soutient officiellement, ouvertement, l'Ukraine, on a un suprémacisme racial, un suprémacisme théologico-racial, et on a dans la tradition en fait anglo-américaine, protestante, plus précisément calviniste, un suprémacisme que j'appellerais théologico-social, qui peut avoir aussi une dimension raciale. Et en fait, ces différents suprémacismes, lorsqu'ils sont
bien hiérarchisé, c'est-à-dire l'Allemagne nazie détruite et le monde anglo-américain judéo-protestant qui contrôle l'Allemagne et donc l'Union européenne, eh bien, ces différents suprémacismes qui ont, à un moment donné de l'histoire, ont été opposés, sont parfaitement compatibles, puisqu'ils partagent la même structure, lorsque ils sont hiérarchisés avec des donneurs d'ordre et un ennemi commun, qu'est la Russie. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Oui, tout à fait. Et dans ton article, tu cites notamment un bibliste, Jean Solaire, qui a eu aussi cette intuition et qui a travaillé là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors je cite Jean Solaire. Moi, j'ai beaucoup de désaccords sur de nombreux points avec Jean Solaire, mais il soulève quand même quelque chose de très important, et à mon sens, il est le seul à l'avoir fait. C'est qu'il commence par dire que le communisme est un judaïsme sans Dieu. Et il poursuit en disant que le nazisme est un judaïsme auquel il ne manque même pas Dieu. Et donc là, effectivement, il prend des passages de Mein Kampf, du livre d'Adolf Hitler, et il dit ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, enfin, pas tout ce que je viens de dire, il dit précisément que Adolf Hitler, a eu une éducation religieuse catholique, mais il s'est éloigné du catholicisme et de l'Église, ça, il faut le dire. Puis il dit que Adolf Hitler reconnaît que le peuple juif a été le peuple élu, qu'il a perdu ce statut de peuple élu avec le meurtre du Christ, et que par conséquent, le nouveau peuple élu, ce sont les Allemands qui prennent le relais. Et par conséquent, ce n'est plus le peuple juif qui est le peuple prêtre qui doit guider l'humanité, mais c'est le peuple allemand, nouveau peuple élu de Dieu, qui doit imposer une sorte de Pax Germanica à l'échelle mondiale. Donc en fait, il reprend la structure du judaïsme, et bien sûr ce que dit Jean Solaire, c'est que le racialisme nazi vient du judaïsme. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, dans la mesure où cette idée que les peuples sont inégaux n'est pas propre qu'au judaïsme. On le trouve aussi en Allemagne, dans une certaine Allemagne, c'est-à-dire l'Allemagne du Nord, qui a connu la révolution, où s'est implantée la révolution religieuse, la réforme, le protestantisme, le luthérianisme, et ce qui va lui succéder, les autres réformes protestantes. Le protestantisme va s'y implanter facilement, puisque dans le protestantisme, il y a l'idée de la grâce, le concept de la grâce, que les hommes sont donc a priori inégaux devant Dieu, et avec le calvinisme, il va y avoir une accentuation de cela. Mais Calvin était français, on va pas entrer dans les détails. Et la moitié sud, pour faire court, de l'Allemagne, est moins inégalitaire que le Nord. Oui, c'est les travaux catholiques. Oui. Voilà, Bavière, par exemple, est catholique. Hein, voilà. Donc toute la ligne médiane de l'Allemagne et ce qui est en dessous est restée catholique, a résisté au protestantisme. Et ça, c'est les travaux d'Emmanuel Todd sur le plan des structures familiales. Et puis quand Adolf Hitler arrive au pouvoir, je montre une carte. Oui, tout à fait. Ouais. Tu le montres dans ton article. Ouais. En fait, les régions protestantes du Nord ont connu une chute de la pratique du protestantisme, et le nazisme s'est implanté dans ces régions-là. C'est d'ailleurs une des thèses de Todd, ça, qui met en avant dans Qui est Charlie, d'ailleurs. Oui. Et il s'alarme justement d'une disparition du fait religieux, justement. En France. Là, il parle de la France. Oui, il parlait de la France dans ce livre-là. Mais ça vaut aussi pour l'Allemagne. C'est-à-dire que lui, il remarque qu'il y a une chute de la pratique de la religion protestante, puis victoire d'Adolf Hitler. Donc, je montre la carte des élections de mars 1933, les élections législatives qui amènent Adolf Hitler au pouvoir. Et donc, en fait, le protestantisme, qui est une judaïsation du christianisme, fondamentalement inégalitaire, va s'implanter dans les régions inégalitaires d'Allemagne, va s'effondrer ensuite. Et le nazisme, profondément inégalitaire, va s'implanter, encore une fois, dans cette moitié nord de l'Allemagne inégalitaire. En fait, on peut y voir une filiation du judaïsme au protestantisme jusqu'au nazisme, en fait. Ça peut très bien s'expliquer, en fait, cette filiation. Ça s'explique aussi par l'anthropologie des structures familiales. C'est-à-dire que ces régions-là vont adopter plus facilement le protestantisme, puisqu'elles sont
culturellement, anthropologiquement inégalitaire. C'est pareil pour la Grande-Bretagne, enfin pour l'Angleterre. Inégalitaire, puis les pères pèlerins qui arrivent en Amérique, qui massacrent les Indiens, etc. Donc en fait, le judaïsme et le judéo-protestantisme, puisque le protestantisme est un retour dans ses différentes variantes avec des nuances à l'Ancien Testament, donc au judaïsme, va parfaitement coller. Donc il va y avoir une communauté d'esprit entre le judaïsme, le germanisme protestant puis nazi, la révolution cromwellienne, les pères pèlerins et donc le monde anglo-américain. C'est ça que je veux dire. Mais tu soulignes aussi une chose intéressante dans ton article, c'est que même au 19e siècle, tu expliques qu'en Allemagne, l'antériorité en fait de cette théorie racialiste supérieure en fait vient même des juifs eux-mêmes. Oui. Et tu notes et tu parles de Heinrich Graetz. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors Mein Kampf est publié en 1924 si ma mémoire est bonne. Au milieu du 19e siècle, Heinrich Graetz, qui est un très grand historien juif allemand, que j'ai déjà lu en partie d'ailleurs, et qui a écrit de nombreux ouvrages, et notamment son ouvrage le plus célèbre sur l'histoire des Juifs des temps anciens à nos jours. Outre son travail d'historien, ce qu'il fait, c'est qu'il laïcise un concept biblique, le concept d'unité raciale du peuple juif et d'exceptionnalisme racial du judaïsme. C'est-à-dire qu'il affirme dans ses ouvrages et sa position publique que le peuple juif est le peuple élu, d'accord, qu'il est descendant des Hébreux et qu'il doit maintenir cette cohésion raciale. Donc il pose les concepts en fait. Oui, bien sûr. Il pose les concepts que n'ont fait que reprendre les nazis derrière. En bien fait. sûr. Donc en fait, lui il dit que les Hébreux, donc les Juifs allemands en l'occurrence, ne doivent pas se mélanger aux autres Allemands puisqu'ils sont le peuple élu, qui sont supérieurs aux autres. Ça va créer une polémique avec un autre historien allemand, lui, Von Tresch, qui attaque de façon virulente Heinrich Graetz parce que ce dernier est particulièrement radical et méprisant vis-à-vis des Allemands. Et d'ailleurs, Tresch va lui proposer de quitter l'Allemagne et de créer un État juif ailleurs. À l'époque, la création d'un État juif n'était pas encore véritablement d'actualité en tant que projet politique, et Graetz va fuir devant Tresch. Mais ce qui est intéressant, c'est que Graetz est enseigné dans les écoles en Israël et qu'il va être utilisé dès les débuts de l'épopée sioniste au XXe siècle. Donc c'est une figure centrale du judaïsme, de l'historiographie juive actuelle. Et ce que je dis, c'est que effectivement, il y a une antériorité du judaïsme sur les théoriciens allemands par rapport à cette conception racialiste de la nation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, et ça tu le soulignes dans l'article, c'est que les nazis reprennent aussi cette vision eschatologique millénariste, oui, qui est toute typique du judaïsme. Oui, alors c'est ce que je dis, c'est que, et là je pense être le premier à avancer cette thèse, c'est que le nazisme est un condensé dans sa vision de l'histoire, hein, je parle bien de la vision de l'histoire, entre le millénarisme chrétien et protestant, parce qu'en fait, avant même le protestantisme, il y avait des sectes millénaristes. On le sait, c'est documenté. Seulement, il est assez difficile de dire quand est-ce que va démarrer et débuter dans la tradition chrétienne cette idée du millénarisme. Bref, on va retrouver des sectes proches des franciscains durant le Moyen-Âge qui sont millénaristes. Bref, revenons-en au protestantisme. Donc, le protestantisme millénariste va quand même pulluler en Allemagne, aux Pays-Bas et même en Grande-Bretagne au XVIIe siècle. Il y a cela et bien sûr le suprémacisme racial du judaïsme. Et donc, je dis que on va retrouver dans les textes nazis, notamment dans les discours d'Adolf Hitler, une dimension eschatologique, c'est-à-dire le Reich de Milan est une laïcisation du concept millénariste qu'on a dans le protestantisme. Et
ce qu'on a du judaïsme dans le discours d'Hitler, c'est l'idée d'une guerre eschatologique raciale des Allemands, donc des Germaniques, contre les judéo-bolcheviques. Ce sont les mots d'Adolf Hitler. Donc une guerre raciale, donc une race, les Juifs contre la race allemande. Et il dit que cette guerre de cette guerre dépend l'avenir de toute l'humanité, du monde entier. Et donc, qu'est-ce que le Reich de Milan, en gros? C'est la victoire dans cette guerre eschatologique, qui était en fait la Seconde Guerre mondiale, des Germaniques sur les judéo-bolcheviques et les autres, pour instaurer en fait une espèce de Pax Germanica à l'échelle planétaire. Donc, et quand on lit, il y a deux textes que je cite, c'est en 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale, et un autre texte, discours d'Adolf Hitler au Reichstag en 1943 pour fêter les 11 ans, c'est sa 11e année au pouvoir, où en fait il est plus pessimiste après 4 années de guerre. Mais le contenu du discours est le même. C'est-à-dire que en 39 il est optimiste, il dit en gros on va instaurer un Reich de 1000 ans, ça va être la victoire sur les judéo-bolcheviques. Et en 43 il dit en gros, si l'Allemagne perd cette guerre, c'en sera fini de l'Europe en tant que civilisation de construction culturelle de 2500 ans avec la victoire des judéo-bolcheviques. Et donc, voilà. Mais en gros, c'est ce qu'il dit. Il dit, si les judéo-bolcheviques gagnent, c'en sera fini de l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Et dans 10 ans, les penseurs, les artistes, etc., européens finiront en Sibérie ou s'ils n'ont pas déjà reçu une balle dans la tête. Et en fait, l'enjeu est un enjeu qu'on retrouve en fait dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire dans le Deutéronome, dans Ésaïe et dans d'autres textes, l'idée qu'il va y avoir une guerre raciale en fait, donc du peuple juif des Hébreux contre les autres, et une victoire qui se conclura par la réduction en esclavage de toutes les nations. C'est ce qui est écrit dans la Bible hébraïque. Donc en fait, il y a une symétrie entre les deux. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est que le nazisme est un peu, en tout cas la vision eschatologique historique du nazisme, c'est une continuité quelque part. C'est un miroir. Oui, pas forcément une continuité. Non, mais sur le temps long, est-ce qu'on peut pas le voir comme une continuité finalement contre l'humanité, contre de domination de vision d'une race supérieure sur une autre? Oui, ça oui, mais on l'a dans le nazisme, mais on le retrouve aussi. Chose qu'on n'a pas du tout dans l'islam ou qu'on n'a pas dans le christianisme. Dans le christianisme. En fait, on l'a pas dans le catholicisme, on l'a pas dans l'orthodoxie. Dans les religions universelles, en fait, j'entends. Oui, mais on l'a dans le protestantisme et dans l'ava. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut voir ça comme une rupture par rapport à la vision des religions humanistes, comme l'islam ou la religion catholique. Et on peut parler en d'autres termes, dire, pour aller rapidement, les religions et les idéologies égalitaires et les religions et les idéologies inégalitaires. C'est ça, exactement. Donc le protestantisme, même chez Luther, je rappelle quand même que Luther a appelé les princes à écraser la révolte des paysans, qui était une révolte sociale à l'époque, et qui a fait 100 000 morts. Et il appelait au massacre des paysans, Martin Luther. Donc ça on l'oublie, mais il faut le dire. Donc le protestantisme est fondamentalement inégalitaire et il correspond à une certaine anthropologie germanique. Donc ça on l'a compris. Et effectivement, il y a, si on prend maintenant la carte géopolitique du monde, il y a les religions égalitaires, l'islam, le christianisme, donc, mais bon, en tant que pôle géopolitique, le catholicisme n'est plus représenté par grand chose. Non, mais il y a la Russie, il y a la Russie de Poutine orthodoxe, c'est ça que j'allais en venir là. C'est l'orthodoxie qui est en fait un monde égalitaire. Ouais. C'est pas le monde des bisounours, mais c'est l'idée que, en gros, a priori, tous les hommes sont égaux. Ils sont sur la nouvelle alliance, quoi. Voilà. Oui. Mais même en termes de structure familiale, les différentes populations russes ont des structures familiales, comme l'explique Todd, communautaires, autoritaires, égalitaires. C'est-à-dire égalité dans les règles d'héritage, inégalité chez les Allemands, chez certains Allemands, chez les Anglais, etc. Et ça dessine quand même le monde et la carte géopolitique actuelle. Et donc aujourd'hui, vous avez des idéologies et des pays qui sont historiquement inégalitaires.
Donc il y a les nazis d'Ukraine, mais il y a l'Allemagne avec von der Leyen qui pilote l'Union européenne et qui l'a transformée en structure inégalitaire, avec l'Allemagne au-dessus, la France éventuellement qui écrase les autres peuples, le monde anglo-américain, et tout cet ensemble nazis, juifs, ils ont bien sûr israéliens et protestants et anglo-américains contre un monde qui est plutôt donc chrétien, musulman et égalitaire. Mais ce que je trouve intéressant, alors après je sais pas si c'est pertinent ou pas comme analyse, mais dans les deux cas, c'est la Russie qui se retrouve devant ce projet de domination inégalitaire ou impériale, que ce soit l'Allemagne nazie, parce que tu as parlé de judéo-bolchevisme, mais on sait très bien qui a fait la Seconde Guerre mondiale et comment Staline a activé le patriotisme au sein des Russes pour qu'ils aillent sur le champ de bataille et se battre. Et il l'a fait avec un patriotisme pro-russe et pas du tout communiste et ou bolchevique. Donc on peut vraiment dire que les 25-26 millions de Russes qui sont morts, ils l'ont fait par patriotisme pour la Grande Russie finalement. Oui, c'est ce qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique. Avec le ruban de Saint-Georges que remet en avant de manière extrêmement intelligente Poutine, justement pour raviver ce sentiment nationaliste et ainsi pouvoir solliciter son opinion publique pour affronter le nouvel ordre mondial. Et donc on a eu donc les Russes qui se sont brillamment, qui ont réussi leur guerre face au projet nazi, et aujourd'hui de nouveau on a encore les Russes qui s'opposent au projet de domination du nouvel ordre mondial. Oui, et ce qui est ironie de l'histoire, ou plutôt continuité historique, aujourd'hui les Russes sont en guerre contre encore une fois des nazis en Ukraine, mais qui sont cette fois domestiqués, tenus en laisse par cet ensemble israélien, Union européenne et monde anglo-américain. Mais je dirais pas que c'est une répétition, mais c'est une fois de plus les Russes sont confrontés à ce monde inégalitaire, parce qu'après le nazisme, il y a eu la guerre froide avec l'hégémonisme anglo-américain. Après la chute de l'Union soviétique, il y a eu l'arrogance américaine et la destruction de l'intérieur de la Russie, et là encore l'expression de cet impérialisme inégalitaire judéo-protestant incarné par les États-Unis. Et aujourd'hui, le retour en tant que puissance de la Russie orthodoxe qui s'oppose à ce monde inégalitaire et à ces puissances inégalitaires. Et d'ailleurs, un certain nombre de pays d'Afrique ne s'y trompent pas, puisque ils voient là l'opportunité de se tourner vers la Russie et vers la Chine, deux puissances qui ne les traitent pas, du moins a priori, comme des êtres inférieurs. Alors que les Occidentaux, même si on parle de la France, il y a quand même eu dans la tradition, la France-Afrique, quoi. Oui, mais la tradition le consensus républicaine de Washington, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que on va rester sur l'inégalité. Avec la tradition républicaine, on a un inégalitarisme qui s'est appliqué en France déjà, dans l'Hexagone, avec les massacres de Vendée, et un inégalitarisme qui s'est exprimé du côté, vers le monde extérieur et le monde africain. Donc, l'inégalitarisme n'est pas seulement racial, comme j'ai dit, il est aussi social, et il peut se traduire au sein même d'un pays. Et c'est ce qu'on vit aussi d'ailleurs en France. C'est-à-dire une petite élite encastrée dans ce monde inégalitaire, américain, germanique, qui écrase le peuple français. Et ce qui est très pervers, c'est qu'il l'écrase en plus avec un concept d'égalité, mais d'égalité maçonnique. Oui, qui est en fait une égalité qui mène à l'anarchie, finalement. Oui, c'est ça. C'est en gros, si vous n'acceptez pas les valeurs républicaines, vous êtes mis en dehors de la République et donc en dehors de l'humanité. On peut vous traiter comme on le souhaite. Et donc, vous écrasez, vous massacrez, que ça. C'est ce qui s'est passé avec les guerres de Vendée. Tout à fait, ouais. Voilà. Et donc, en fait, on a ce monde-là, pour faire court, des religions et des idéologies inégalitaires qui s'affrontent aujourd'hui en Ukraine, qui affrontent aujourd'hui en Ukraine la Russie.
C'est tout un symbole. Et quel meilleur exemple pour illustrer tout ça que l'État d'Israël, finalement, qui est un État vraiment ouvertement raciste et qui prône finalement la supériorité de la race juive sur sur les Palestiniens, sur les Arabes, mais pas que. Pas que. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que on nous bassine depuis des décennies Est-ce qu'on peut dire, pour faire un peu de provoque, que finalement c'est le projet nazi qui a réussi, quoi. Mais est-ce qu'on peut dire ça en assumant la provocation? Ou on peut dire, inversement, le nazisme, c'est le projet qui a échoué. D'accord. On peut le voir comme on veut. Ça dépend d'où on se place. Mais blague à part, c'est ce qu'on est en train de voir avec Israël, c'est en fait depuis des décennies l'acceptation par le monde occidental, et donc en fait presque par le monde entier, de ce qu'appelait donc Leibowitz le judéo-nazisme en application, ou plutôt le judaïsme, la Bible hébraïque et le Talmud, en application, le judaïsme en action. Et on l'accepte. C'est-à-dire qu'en fait, le projet nazi aurait très bien pu être accepté par les Occidentaux et par le monde entier si le nazisme ne s'était pas tourné justement contre le monde occidental et qui voulait sortir du champ qui aurait pu lui être laissé, comme aujourd'hui l'Allemagne avec l'Union européenne. C'est-à-dire que les Américains disent en gros à l'Allemagne: vous êtes une puissance hégémonique, vous avez le droit de l'être dans le cadre européen, régional, dans le cadre de l'Union européenne, vous allez être nos chiens de garde, mais ça se limite à cela. Et on le voit, ça, c'est accepté. On l'a vu avec la Grèce et le judéo-nazisme, on l'a vu, ou le judéo-germanisme, comme tu veux, on l'a vu en application avec la Grèce. C'est-à-dire une banque juive, Goldman Sachs, qui trafique les comptes de la Grèce pour lui prêter, je crois, à 30%, et qui ensuite lui dit c'est Shylock, dans le marchand de Venise. Maintenant, il faut rembourser la dette. Et pour rembourser la dette, c'est l'Allemagne qui vient et qui lui dit on va vous exproprier vos îles, vos monuments, etc. On va prendre le collatéral tangible. Donc, cet inégalitarisme de type nazi est tout à fait acceptable du point de vue du monde occidental, tant qu'il reste dans les limites que lui laisse en gros l'empire anglo-américain et judéo-protestant. D'accord. Et que penser de ceux qui disent que finalement le projet juif finalement en Ukraine autour d'Odessa, en fait, c'est de faire une nouvelle Israël pour les juifs? Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît délirant ou c'est un discours qui est entendable? Déjà, le projet de Grand Israël d'une île à l'Euphrate peut paraître être quelque chose de délirant. Mais effectivement, du point de vue du judaïsme, en tout cas des Ashkénazes, qui sont les descendants des Khazars, cette région-là colle en fait à la carte de la Khazarie, qui était en fait un royaume dont le roi au 8e siècle s'est converti au judaïsme. Donc de leur point de vue, du point de vue de certains juifs même religieux, cette région-là, l'Ukraine, leur appartient. Et sur le plan géopolitique, et ça, en fait, ça colle avec la stratégie géopolitique américaine, anglo-américaine, dessinée notamment par Brzezinski, d'arracher l'Ukraine, toute cette zone-là, à la Russie. Donc ça arrangerait bien sûr les Israéliens qui auraient une sorte d'État bis, là pour le coup véritablement en Europe. Donc que ce soit sur le dossier syrien ou là le dossier ukrainien, comme je l'écrivais depuis que j'écris en fait depuis 2015, les Russes et les Israéliens ont des intérêts qui sont totalement divergents et l'opposition ne pouvait de toute façon qu'éclater et les tensions ne feront qu'augmenter parce que leurs intérêts sont totalement divergents. Et ce qui est étonnant, c'est que il y a quand même une communauté juive très importante en Russie, mais qui semble assez légitimiste auprès de Poutine. Il y a beaucoup d'oligarques, même encore aujourd'hui. Il a fait le ménage, mais la majorité sont juifs. Et puis inversement, en Israël, vous avez la première communauté, c'est des Russes. On a vu des cortèges de voitures avec des drapeaux russes dans les rues de Tel Aviv pour soutenir Poutine et sa politique en Ukraine. Oui. Donc c'est vrai que tout ça est très compliqué. Tout ça est. En fait, on peut dire que les Russes ont une 5e colonne en Israël. C'est à peu près 1 million de Russes, je crois, qui vivent en Israël, qui se sentent totalement russes, qui parlent encore le russe.
Je crois que beaucoup d'entre eux ne sont même pas juifs en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'était une manière de quitter l'Union soviétique. Ils se sont fait passer pour des juifs, se sont installés là-bas, et beaucoup d'entre eux, en fait, je crois même la majorité, appartiennent quand même à la bourgeoisie en Israël. Ce sont des ingénieurs, etc. Donc ce sont des gens qui sont formés et qui peuvent servir le cas échéant pour la Russie de cinquième colonne, ou en tout cas de levier de déstabilisation. Et ça, c'est pas à négliger, faut le garder à l'esprit. Et si on revient donc aux ukro-nazis tels que les décrit Xavier Meuros sur sa chaîne Stratpol, finalement, est-ce qu'on peut faire la comparaison avec les djihadistes en Syrie, qui étaient en fait la chair à canon finalement de l'Empire, et qui eux aussi en fait portaient un projet, donc le wahhabisme, qui était un projet totalement, qui reniait totalement les principes de l'islam, et qui se revendiquait faussement de l'islam. Ce que je veux dire par là, c'est que on sait pas ce que va donner ce conflit en Ukraine, mais on se dit que si Poutine va au bout, ils finiront comme ces djihadistes en Syrie, quoi. Ce seront un peu les idiots utiles. Oui, alors en fait, on assiste en fait à une sorte de guerre des partisans, pour reprendre les termes de Carl Schmitt, qui avait développé cette expression à la suite de la guerre d'Espagne, en fait, en observant la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que ce ne sont plus des armées régulières, mais des groupes armés qui suivent une idéologie et qui peuvent se battre en Libye, une en idéologie Syrie, ou l'argent, tout simplement. Oui, ou l'argent, mais c'est parfois recouvert d'idéologie. Bien sûr, bien sûr. Les types qui se convertissent du jour au lendemain, et puis ils trouvent un prédicateur en Arabie Saoudite ou au Qatar qui leur dit en gros, il est licite de tuer, piller et violer. Donc pour les criminels, c'est une aubaine. Donc que ce soit les nazis en Ukraine ou les takfiristes en Syrie ou en Irak ou en Libye, c'est effectivement exactement le même schéma. C'est-à-dire qu'on a un monde occidental qui passe son temps à condamner le nazisme et l'islamisme, mais qui les soutient partout où ils leur sont utiles. C'est Bernard-Henri Lévy qui voit des fascistes partout en France, mais qui soutient les nazis en Ukraine. Oui, voilà. C'est Laurent Fabius qui est juif d'origine et qui nous parle d'Al-Nosra, qui dit qu'Al-Nosra fait du bon boulot, donc alors qu'il était ministre des Affaires étrangères. C'est exactement pareil finalement. Oui, enfin, il y a le discours et la réalité sur le terrain. Ouais. En réalité, tous ces, eux, ce sont des idiots utiles. Ils seront sacrifiés effectivement en Ukraine comme ils ont été sacrifiés en Syrie et en Irak. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais on voit quand même parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont payés par l'Arabie Saoudite, armés par les Occidentaux et par Israël, puis influencés par le Qatar et l'Arabie Saoudite, donc des pétromonarchies wahhabites. Et là encore, le wahhabisme n'est pas l'islam, je vais pas revenir là-dessus, mais il a un caractère inégalitaire aussi ou pas? Est-ce qu'on peut pousser la comparaison jusqu'au bout? Parce que en fait, quand naît le wahhabisme au XVIIIe siècle avec Mohammed ibn Abdul Wahhab et qui s'allie à la tribu des Saouds, qu'est-ce qu'il fait? Il dit en gros que que moi et ceux qui me suivent sont les vrais musulmans et les autres sont des mushrikoun, kafiroun, donc c'est des polythéistes et des mécréants, et donc il nous est permis de les tuer. Donc il les extermine, il tue des milliers de personnes en Arabie, en Irak, etc. Donc c'est-à-dire qu'il crée une sorte de peuple élu à l'intérieur du monde musulman, et qui lui permet d'écraser les autres musulmans. Donc la comparaison tient jusqu'au bout. Bien sûr, comparaison tient jusqu'au bout. Elle tient jusqu'au bout. Et même encore aujourd'hui, avec les pétromonarchies, où en fait, ils vont appliquer des lois très strictes à leur population, alors que les princes saoudiens, etc., sont des dégénérés complets. Toutes les perversions, ils les pratiquent. Donc, ça ressemble pas mal au judaïsme, pas mal au protestantisme, et profondément inégalitaire encore une fois. Et donc, disons que mon modèle fonctionne. Oui, non, mais c'est très intéressant, et on se rend compte que en Syrie, encore une fois, c'était les Russes qui étaient face à ce projet de domination inégalitaire. Alliés du Hezbollah, de la Syrie, oui, il faut pas les oublier, et de l'Iran, bien sûr. Il faut pas les oublier. Qui ont quand même combattu sur le terrain. Il faut pas les oublier. Et qui eux sont, même si c'est un islam qui est minoritaire,
guerre. On partage, nous les sunnites, avec eux les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi. Et donc, c'est une vision du monde qui est égalitaire. Et donc là où on peut voir finalement un motif d'espoir, c'est qu'on se souvient donc au début de la guerre en Syrie, le narratif occidental qui nous vendait donc ces takfiris comme des soldats qui se battaient pour la liberté contre le méchant Bachar el-Assad. Et puis on s'est rendu compte que plus on avançait dans le conflit, finalement plus ce narratif s'est complètement effondré et finalement il devenait impossible aux médias occidentaux et aux politiciens occidentaux de nier en fait cette réalité. Et on peut avoir cet espoir pour l'Ukraine, où finalement il va à mon avis devenir très compliqué de nier la réalité sur le terrain. D'ailleurs, à l'heure où on parle, la poche de résistance à Mariupol, là, dans la grande usine, a cédé. Tous les nazis d'Azov se sont rendus. Je pense que ça va être une formidable opportunité pour Poutine de faire de la pédagogie et de la communication. Oui, c'est très intéressant parce que c'est effectivement ce qui s'est passé en Syrie. Ce sur quoi ils comptaient les Occidentaux, en Syrie en tout cas, c'était produire le modèle libyen, c'est-à-dire faire tomber Bachar el-Assad le plus vite possible. Or, il a tenu grâce au Hezbollah, grâce à l'Iran et puis grâce à la Russie. Et ces groupes terroristes qu'on nous a présentés comme rebelles, Freedom Fighters, comme disait Tariq Ramadan, avec qui je vais avoir bientôt un débat sur le sujet d'ailleurs, sont en fait des terroristes. C'est-à-dire que leur échec sur le terrain les a fait apparaître tels qu'ils sont. C'est-à-dire des égorgeurs et des gens des sauvages qui éventrent des femmes enceintes, etc. Enfin, l'horreur. Et là, effectivement, le monde occidental a été obligé d'admettre qu'il s'agissait de terroristes. C'est pareil pour l'Ukraine, c'est-à-dire que les échecs sur le terrain de ces ukro-nazis et donc exhibés par les Russes en fait dans les médias contraindront et commencent déjà à contraindre certains médias occidentaux à admettre qu'il s'agit de nazis. Et là on sort même du cadre en France par exemple des médias alternatifs, etc. Même des médias comme Sud Radio, etc. commencent à en parler. On en parlait au début en 2014, on parlait de nazis, d'extrême droite, etc. Puis tout d'un coup ça a disparu du langage. Et là, c'est réapparu. Enfin, et alors, ce qui est intéressant, je sais pas si tu l'as vu, c'est que depuis donc la réédition à Mariupol, les chancelleries occidentales, donc je pense à l'Allemagne, la France et l'Italie, demandent des discussions avec la Russie pour négocier un cessez-le-feu. Et dans un tweet, Olaf Scholz, donc le chancelier allemand, pose 3 conditions, dont justement à ce que la Russie arrête avec le narratif des ukro-nazis et des nazis en Ukraine. Ce qui est très intéressant, je trouve. Ce qui est très intéressant. Parce qu'en fait, c'est vraiment un aspect de propagande qui à mon avis, commence et à leur poser de vrais problèmes et un problème qui va ne faire que s'amplifier avec le temps. Alors, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a effectivement des officiers français, britanniques, américains dans l'usine? Donc on va bientôt le savoir. Maintenant, la négociation... Il semblerait que oui, ça commence à circuler dans ce sens-là, mais à confirmer. Voilà, à prendre avec des pincettes. Mais la volonté tout à coup de vouloir négocier en fait avec les Russes peut être motivée par ça. C'est-à-dire que, s'il te plaît Vladimir, ne dis pas que nous avons des officiers avec des nazis sur place. D'où en fait la condition, faut plus parler de nazis. C'est ça qu'il veut dire. Mais ça fait beaucoup penser à la gêne des Occidentaux avec les takfiristes en Syrie, et notamment on se souvient de Lafarge. Le scandale de Lafarge. Voilà, et ça fait vraiment beaucoup penser à ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut leur péter à la gueule très bientôt. Et je pense que Poutine, en grand joueur d'échecs qu'il est, mise là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, il est pas aussi pressé que cela à envahir l'Ukraine. Il a peut-être ciblé des points stratégiques, mais peut-être que lui, ce qu'il veut avant tout, c'est gagner la guerre de communication. Bah oui, la guerre médiatique et la guerre économique aussi. Ouais. Bah, la guerre économique, c'est pas très compliqué puisque les élites occidentales sabordent l'économie européenne. Méthodiquement. Ils ont pas besoin de Vladimir Poutine puisque c'est vraiment ce qu'ils veulent en fait. C'est un projet politique qu'ils sont en train de mettre en place. Mais
le gros désavantage en fait des Russes et en général des opposants à l'empire du mensonge, c'est que justement ils ne maîtrisent pas bien ce mensonge et l'art du mensonge et ils communiquent très mal. Et ce coup-là, si véritablement il y a des officiers avec des nazis à exhiber, ce serait un formidable coup de communication clairement. de la Russie. Donc Clairement. on verra bien. Clairement. Bon bah Youssef, je te remercie pour tout. Merci à toi. Vraiment échange passionnant. De même. Je pense que ce concept de judéo-nazisme qui est quelque chose que tu continues à faire mûrir dans ton esprit, hein. Oui, je continue à travailler dessus. Je pense que là, C'est un champ d'étude, là, je pour pense que nos auditeurs pourront être d'accord avec nous qu'on tient quand même quelque chose de très intéressant, hein, cette notion de peuple égalitaire, inégalitaire. Vraiment, je pense que là, il y a quelque chose de très intéressant à gratter et qui gêne, à mon avis, les tenants du manche. Voilà. Écoute, Youssef, je te remercie pour tout. Hein, c'est un Merci vrai plaisir. Chers auditeurs, merci pour tout. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que tout travail de qualité mérite salaire et que nous vous invitons vraiment à nous soutenir avec le financement participatif conjoint de la rédaction et de RFM qui nous permet de lancer de nouveaux projets, mais aussi de continuer à faire vivre ceux qui existent déjà. Voilà. L'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre quand on fait une guerre sérieuse comme Égalité et Réconciliation et son président Alain Soral la font. Voilà. Donc nous comptons vraiment sur vous. Si vous voulez nous aider, c'est vraiment la meilleure façon de le faire, de nous aider avec le financement participatif conjoint à l'avant-garde de la résistance, de RFM et de la rédaction de Combat. Voilà, chers auditeurs, je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt. Salut Youssef. Salut, à bientôt. La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la